ça. Un autre jour se lève sur la capitale et c'est toujours un réel plaisir pour nous de nous retrouver chez vous. Bienvenue dans Matin Bonheur, votre matinale. Merci à vous une fois de plus, hein, c'est gentil, c'est très bien de votre part de choisir de vous réveiller avec RTI1 en direct et en intégralité, en inédit. C'est sur RTI1, l'une des chaînes les plus présentes dans le paysage cathodique de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique en général. Merci principalement à tous ceux qui nous regardent du Cameroun. Ici, vous savez qu'on est beaucoup apprécié, beaucoup regardé au Cameroun et on aimerait vraiment faire un gros bisou à tous ceux qui nous regardent de ce côté-ci de l'Afrique. Et aujourd'hui, comme tous les jours, vous aurez beaucoup d'informations instructives les unes que les autres et le conducteur qui a été expressément élaboré pour votre plaisir est très riche, n'est-ce pas Marco? Nessie, avec bien sûr des reportages. Et puis aujourd'hui, vous le savez, c'est mercredi. Mercredi, c'est famille. L'absence de la mère dans l'éducation d'un enfant. C'est le thème que nous allons aborder avec Mme Bernadette Asson-Nguessan, notre psychologue, pour la dernière ligne droite de cette émission. Mais avant, on aura la gym qui démarre maintenant. Bonjour à tous, bonjour chers téléspectateurs. Je suis très heureux d'être en votre compagnie pour cette émission de gym accompagnée de Samira à ma gauche et de Rose-Marie à ma droite. Alors aujourd'hui, nous allons faire une séance consacrée au dos. Donc comment réduire vos douleurs au niveau du bas du dos ou bien comment muscler généralement le dos. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Donc on part au sol avec déjà un tapis. Ok. Allez. On met les mains au sol là. Le bras tendu. D'accord. On plie les jambes et on va lever la hanche simplement là. Sauf que lorsqu'on lève la hanche, il faudra avoir le fessier contracté, les cuisses contractées, le bas du dos contracté et le nombril, d'accord, qui rentre à l'intérieur. Et on redescend sans que le bas du dos ne touche le sol et on remonte totalement, d'accord. On va en faire 20. 3, 2, 1, top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, encore 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. Allez, vous soufflez un peu, on respire un peu, d'accord. On va faire un deuxième exercice, ok, qui est une variante de cet exercice, un peu plus complexe. On va juste lever la jambe là, les mains toujours bien à plat, ok, et on monte la hanche là, 1, 2, d'accord. On va essayer d'en faire 10, 2 fois, sur chaque jambe, d'accord. Allez, 3, 2, 1, top, c'est parti. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, plus haut, 6, 7, 8, 9, et 10, super. Allez, on change de jambe, d'accord. Cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui se lève, les mains toujours bien à plat. Allez, 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, super. Allez, vous soufflez un peu, d'accord. On va repasser encore une dernière fois sur ces mouvements-là. D'abord, la jambe droite qui se lève, on lève la hanche, on repose la jambe et ensuite, on passe de l'autre côté. Allez, 3, 2, 1, top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, le bas du dos ne touche plus le sol. 7, 8, 9, ok, super. Allez, on change de jambe directement, sans temps de repos. 3, 2, 1, top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, super. À chaque fois, lorsque vous faites ce mouvement, essayez d'aller chercher la hauteur, d'accord? Essayez de bien lever le bassin, la hanche, d'accord? Pour justement chercher la contraction au niveau de la zone lombaire. Allez, on passe maintenant sur le ventre, d'accord? Voilà. Pour le prochain exercice, on va tendre les jambes derrière, ok, sans que celle-ci ne touche le sol. On tend les bras sur le côté, là. On contracte le fessier, on contracte les abdominaux et on se relève
pour aller chercher loin derrière. D'accord? On va en faire 10 deux fois. Allez, 3, 2, 1. Top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, super. Alors, le dernier exercice que je vous propose, c'est une variante de celui qu'on vient de faire là. Il s'agit juste de bien remonter là et de tendre les bras et on bloque. On tient grâce à la contraction du fessier et les abdominaux. Allez, on part les filles pour 10 secondes. Deux fois. 3, 2, 1. Top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Puis on rosemary. 9. Ok. Allez, on souffle un peu. D'accord? Et on repart une dernière fois pour cet exercice. Allez. 3, 2, 1. Top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, super. Allez, on se lève. On reste à quatre pattes là. On étire juste un peu le dos. Pour le détendre un peu. Là. Voilà. Allez, on se relaxe un peu. Super. Allez, on part en avant. On bascule là. Voilà. On lève la tête. On regarde le plafond. Super. Allez, on se rassoit. On a terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. J'espère que ça vous a fait le plus grand bien. Rendez-vous demain, même heure, même chaîne. Allez, bonne journée. Merci beaucoup, coach Fabio. On espère que vous, de chez vous aussi, vous suivez bien sûr la gym. Hein, c'est tous les jours. Hein, ça vous permet de bien vous réveiller. Nessie, elle fait son sport après 7h30, c'est ça? Justement, après 7h30. Et avec l'exercice qu'on vient de voir, c'est sûr que Rosemary, elle n'aura plus de problème au dos. Ah oui, Rosemary, franchement, je ne sais pas si on doit la plaindre ou être content pour elle, mais en tout cas, le coach ne l'épargne pas pendant les exercices. Hein. Effectivement, et elle exécute très bien aussi. Et si on allait un jour, ça vous dit? Oui, avec plaisir. Mais on va visionner, révisionner aussi avant de diffuser parce que je sens que le coach ne va pas me louper du tout. Mais heureusement que Kadi Fadiga sera avec nous, Soro Félicité sera avec nous, Christelle Akoussa aussi. On va faire un ballet vraiment, et pour nous, ce sera spécial piscine. Merci d'être avec nous, c'est le rendez-vous de la bonne humeur, le rendez-vous surtout des reportages croustillants et des no comments sans commentaire. La preuve.เขามีความหมายกับเจ้า เจ้ามีความหมายต่ออ้ายเจ้าให้เขาหมดใจหมดกายอ้ายก็ยอมตายให้เจ้าได้คือกันครองหักสองคนโลดตอนนี้โชคดีให้เป็นของเจ้าโชคร้ายอ้ายสิรับเอาอ้ายบ่สมน้องก็คือว่าบ่ได้ใจนางวันแห่ลงดังกระดักใจนางไว้บ่ได้เฮ็ดดีปานใดเฮ็ดดีปานใดเจ้าก็บ่หัวซานั่งห้องนอนให้ย้อนสงสารใจเจ้าของน้องบ่เคยมองยังสากก็บ่อยากไกลฮักเจ้าหลายฮักเจ้าหลายได้ยินบ่ใดนอความหักปานถือกับดักหัดหัวใจติดกับดักหักคนเดียวออกบ่ได้โอ้
Quel Waouh, chanceux, hein, quel c'est chanceux. magnifique. Herman Niamia, merci beaucoup pour ces images. Ah Hein. ouais. Comme quoi, c'est agréable quand même d'exercer le métier qu'on aime. Tranquillement, il est en Thaïlande. En Thaïlande, c'est ça? Il est en Voilà, Thaïlande. il est en Hein. Thaïlande et il Le profite. vénard, le chanceux. Hein. Voilà, il profite pour nous prendre quelques images. On va continuer à voyager. Cette fois-ci, on part à Pyeongchang, voilà, Pyeongchang, où se dérouleront les Jeux Olympiques d'hiver 2018 du 9 au 25 février prochain. D'hiver se déroulera à Pyeongchang, en Corée du Sud, du 9 au 25 février 2018. Des athlètes du monde entier prendront part à 102 épreuves dans 15 sports, en individuel et par équipe. Le site de Pyeongchang accueillera la plupart des sports de neige. Les épreuves de ski alpin auront lieu à Jeongseon. Les compétitions de sport sur glace se dérouleront dans la ville côtière de Gangneung. Tous les sites de compétition sont situés à 30 minutes en voiture du stade olympique de Pyeongchang, d'une capacité de 35 000 places, qui accueillera les cérémonies d'ouverture et de clôture. En plus des sports emblématiques de neige, de glace et de glisse, 6 nouveaux événements seront présentés à cette édition. Le surf des neiges Big Air devrait séduire un public de jeunes spectateurs et de nouvelles disciplines organisées en équipe visent à aider à combler le fossé entre les sexes. En curling, une épreuve de double mixte se déroulera en plus des épreuves par équipe masculine et féminine. Pour la première fois, le ski alpin sera aussi disputé par équipe mixte. Enfin, le programme de patinage de vitesse sera complété par des épreuves de départ en groupe hommes-femmes. Le hockey sur glace, le patinage de vitesse et le patinage artistique sont parmi les sports les plus appréciés des spectateurs en Corée du Sud, tout comme le ski alpin et le snowboard. D'autres sports d'hiver comme la luge, le plus dangereux des sports de glisse, et le ski de fond, le plus éprouvant, ont tendance à attirer un public plus restreint. Les Jeux paralympiques se dérouleront du 9 au 18 mars 2018 et permettront aux athlètes de 6 disciplines de s'affronter. Wow, ce sera un très grand rendez-vous pour ces Jeux d'hiver. Je rappelle que les deux Corées sont en train d'étudier la possibilité, pourquoi pas, de venir et d'entrer pour le défilé des délégations ensemble. Ce serait un signal fort politiquement. D'ailleurs, il faut préciser que depuis quelques jours déjà, il y a un rapprochement qui s'opère entre Séoul et Pyongyang, avec notamment des discussions. Hier, par exemple, il y avait une grande discussion afin de désamorcer la crise entre les frères ennemis, qu'il faut le rappeler, date maintenant de plusieurs dizaines d'années. Dans quelques instants seulement, nous allons avoir le grand plaisir d'être en compagnie de notre spécialiste de la langue française tous les mercredis. C'est Madame Inao Zappé Rachel. Avec elle, voici les expressions que nous allons aborder, ou du moins corriger. Elle est partie à quelque part. J'en ferai de ça un bon usage. Rio Gras. Nous restons jusqu'à mercredi inclus autant d'expressions qu'on va essayer de corriger. Mais avant, on a un no comment, un deuxième no comment qui intéresse beaucoup Nessie. Ah bon? Oui. D'accord. Ah ouais, ce sont les personnes qui urinent dans les rues. Franchement, allons-y voir ensemble. Puis si les murs, puis ça va pas quelque part. Dans ce pays, c'est comme ça. Tu as fait comment? La vie est dure. Quand on s'attache à la vertu d'un pays, là, c'est comme ça. On pisse si les murs, puis ça va pas quelque part. Dans ce pays, c'est comme ça. Tu as fait comment? La vie est dure. Quand on s'attache à la vertu d'un pays, là, c'est comme ça. Puis si les murs, puis ça va pas quelque part. Dans ce pays, c'est comme ça. Tu as fait comment? La vie est dure. Quand on s'attache à la vertu d'un pays, là, c'est comme ça. On pisse si les murs, puis ça va pas quelque part. Dans ce pays, c'est comme ça, tu as fait comment? La vie est dure, quand on s'attache à la vertu d'un pays, là c'est comme ça. On pisse sur les murs, puis ça va pas quelque part. Dans ce pays, c'est comme ça, tu as fait comment? La vie est dure, quand on s'attache. Ça va pas quelque part. Ouh là là. Franchement. Franchement, vous-même, quand vous vous regardez, je suis sûre que ces personnes-là, quand elles vont se voir à la télé, elles vont se sentir très gênées. C'est vraiment gênant de se mettre à nu dans les rues afin d'évacuer ses besoins. Imaginez si tout le monde le faisait, à quoi ressembleraient nos rues. Nessie, dites-moi honnêtement, vous n'avez jamais été prise d'un besoin pressant comme ça, étant hors de la maison? Je ne veux pas justifier, mais on ne sait jamais. Oui. Ça Étant existait? hors de la maison, oui, mais je me Vous retiens. êtes à un moment où vous vous retenez. Je me retiens jusqu'à ce que je trouve un endroit propice, des toilettes publiques, par exemple. Voilà. Ok. Mais il y a des besoins, hein. Mais bon, ceci n'explique pas quand même, parce qu'il faut, la loi normalement l'interdit, hein.
Normalement, interdit. c'est interdit, hein, ça, c'est interdit. Donc voilà, il faut savoir raison garder et il faut faire comme Nessie, savoir se retenir. Se retenir. Voilà. Madame Inès, Inao, c'est Inao Zappé. C'est Inao. Inao Oulaï Zappé Rachel. Voilà, c'est bien. On peut se tromper peut-être sur votre nom, mais pas sur le nom, pas sur les expressions, parce que là, vous serez incorrigible. Alors aujourd'hui, avec vous, nous allons aborder plusieurs expressions. Elle est partie à quelque part, j'en ferai de ça un bon usage. Rio gras, nous restons jusqu'à mercredi inclusivement. Inclus, pardon, inclus. C'est ce qui se dit. On commence par... Elle est partie à quelque part. Elle est partie à quelque part. Quand on prend cette expression, à l'intérieur, on a la préposition « à ». Le « à », cette préposition-là, généralement, on l'utilise pour désigner un lieu. Et puis, quand on prend le thème « quelque part » qui sous-entend « à un endroit ». Donc, associer le « à » qui précise le lieu à « quelque part », du coup, ma foi, l'expression, elle n'est pas du tout confortable dans l'expression. L'expression idéale, c'est « je vais quelque part » ou « elle est partie quelque part ». Mais je vous en prie, n'employez pas à la fois la préposition « à » et « quelque part ». On ne peut pas associer les deux, non. D'accord. Ça dénature le langage. Merci beaucoup. J'en ferai de ça un bon usage. J'en ferai de ça un bon usage. J'ai essayé de prendre cette phrase pour que l'élément soit dans son contexte. Si vous remarquez à l'intérieur de cette phrase, nous avons un nom qui a été pronominalisé. Donc, on est passé de la forme de nom à la forme de pronom. Le « en » à l'intérieur de la phrase représente l'élément dont on parle, c'est-à-dire le nom dont il est question. On va prendre un exemple pour que ce soit plus explicite pour nos téléspectateurs. Vous donnez par exemple de l'argent à quelqu'un et puis vous lui dites « voici, je te remets de l'argent, fais-en bon usage ». Il va vous répondre. Il doit normalement vous dire « j'en ferai bon usage ». Et non, j'en ferai de ça bon usage. S'il ajoute le « ça » qui renvoie à cela, cela sous-entend qu'il emploie en même temps et le pronom et encore un autre pronom qui désigne le même nom. Donc, ça alourdit la phrase. Ça alourdit la phrase non seulement et le nom est répété. Donc Voilà. ça ne se dit pas. On dit tout simplement j'en ferai. J'en ferai un bon usage. Une fois que vous faites la pronominalisation, ça ne vaut plus la peine de reprendre le mot qui a été pronominalisé. Simplement. Alors, Rio gras. Rio gras. Nous venons de terminer avec les festivités. Cette expression, il faudrait que les uns et les autres puissent faire la différence entre le riz gras et le riz au gras. D'accord. C'est une expression ou c'est une recette? Bon, un mets. D'accord, c'est un mets. Un mets. Et puis, je parle d'expression, pourquoi? Parce qu'on l'utilise dans le langage. Voilà. Et très couramment d'ailleurs. Très couramment. Le riz gras, qu'est-ce que c'est? C'est un mets fait à base de riz. Et dans ce mets-là, c'est un mets, si on veut le dire, bien viandeux. D'accord. Donc, chargé de viande. Et puis, de toutes les matières grasses. Et puis, quelle sorte de viande? Les viandes, les parties les plus vraiment grasses. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ça, c'est le riz gras. Maintenant, quand vous parlez du riz au gras, c'est du riz qui contient une substance grasse. Donc, de l'huile. Alors, si vous, pour votre riz que vous avez cuisiné à la maison, vous décidez de faire de ce riz du riz au gras, en ce moment, vous n'accordez pas assez d'importance à votre riz. Parce que si ce riz-là, vous l'avez fait avec tout l'amour, avec tout le nécessaire à l'intérieur, vous allez désigner votre riz en tant que du riz gras. Mais lorsque vous le désignez en tant que riz au gras, donc c'est du riz dans lequel vous avez mis juste de l'huile. Il n'y a pas tous les éléments nécessaires comme les lipides que contiennent les viandes. Voilà. Donc, désormais, il faut faire la différence entre le riz gras et le riz au gras. Merci beaucoup. Et puis, je vais profiter de cette notion de gras là pour donner une expression. Nous avons par exemple le gras qui nous renvoie à l'expression « il est gras comme un moine » pour parler de quelqu'un qui est obèse. D'accord. Voilà. Pourquoi comme un moine? Un moine, les moines généralement, ils sont enfermés. Ils n'ont pas le temps de sortir. Ils se consacrent à la prière. Donc, tout ce qu'ils savent faire, c'est prier, manger, dormir. Et jeûne aussi. D'accord. Donc, une Jeune, personne qui a un mode de vie sédentaire. Sédentaire. D'accord. Mais dans ce contexte-là, ce n'est pas seulement sur l'aspect sédentaire, mais l'aspect de prendre du poids. Ok. Voilà. Nous restons jusqu'à mercredi inclus. Nous restons jusqu'à mercredi inclus. C'est généralement l'expression que nous utilisons dans notre langage. Inclus, qu'est-ce que cela sous-entend? Inclus sous-entend compris.
inclusivement sous-entend y compris. D'accord. Voilà. Et donc, quand on prend cette phrase, nous restons jusqu'à mercredi, nous voudrions dire, nous restons jusqu'à mercredi, y compris. Donc, il serait intéressant à la place de inclus d'utiliser inclusivement. Parce que inclusivement nous renvoie à y compris, en lieu et place de inclus qui nous renvoie à compris. Compris. Voilà. D'accord. Wow. Jusqu'à mercredi inclus. Alors, on va récapituler. Hein. Elle est partie quelque part et non, elle est partie à quelque part. Vraiment. J'en ferai de ça un bon usage excite. J'en ferai un bon usage. Exact. On ne dit pas du riz au gras, mais on dit plutôt du riz gras. Non, attention Marco, on va rectifier. Oui. Le riz gras, c'est du riz à l'intérieur duquel vous avez de la viande, toutes les parties vraiment grasses de la viande. Maintenant, du riz au gras, c'est du riz que vous avez confectionné avec de l'huile. Vous n'avez pas pris le soin de mettre toutes les matières nécessaires de viande. Ce sont deux choses différentes. Voilà. Donc, appeler votre riz du riz au gras, c'est ne pas accorder assez d'importance à votre mets. Ça veut dire que le mets que vous avez cuisiné, il est vide. Et puis, nous restons jusqu'à mercredi. Inclusivement. Inclusivement. Ça, c'est la bonne expression. Ça, c'est la bonne expression. Voilà, parce que inclusivement sous-entend... On ne dit pas jusqu'à mercredi inclus. Jusqu'à mercredi inclus sous-entend jusqu'à mercredi compris. Alors que si on veut dire jusqu'à mercredi y compris, il serait intéressant d'utiliser jusqu'à mercredi inclusivement. Parce que la bonne expression elle-même qui est utilisée, c'est jusqu'à mercredi inclusivement ou jusqu'à mardi inclusivement ou jusqu'à lundi inclusivement, etc. D'accord. Merci beaucoup. Merci d'être passé. Rendez-vous la semaine prochaine avec d'autres expressions. Et la semaine prochaine, on verra quel thème? La semaine prochaine, nous allons épiloguer sur la locution après que. Après que? Wow, oui, après laquelle, généralement, on emploie le subjonctif. Voilà, nous allons essayer d'élucider cela pour nos téléspectateurs. Merci beaucoup à vous. Si nous avons un bout de temps, nous allons rappeler à nos téléspectateurs la semaine prochaine que l'argot a commencé à avoir de l'importance parce que le petit Larousse a accueilli certains mots dans le dictionnaire français. L'argot ivoirien? L'argot camerounais, québécois. Ok. Ah bon? Ouais. Nous avons 5 mots. On peut en parler, Il n'y a pas de problème. Est-ce que l'argot ivoirien, vous y croyez, vous? Est-ce que vous pensez qu'on doit vraiment s'y pencher et puis faire en sorte que ce soit une alternative par rapport au fait qu'on n'a pas de langue nationale? Pas une alternative, non. Là, je ne suis pas d'accord parce qu'il y a certains mots dans l'argot ivoirien vraiment qui ne sont pas aisés au langage. On a une conférence de presse internationale. Tout le monde parle français ou anglais, tout le monde va nous comprendre. Quand on se réunit pour prendre de grandes décisions, les ethnies sont différentes. Comment on fait pour se comprendre? Comment on fait pour se comprendre? Mais c'est ça le métissage culturel et puis la diversité ethnique. Il faut l'accepter. Le pays, il est façonné de cette manière, il faut l'accepter. Mais il n'y a pas l'argot, vous n'en voulez pas du tout? Non. C'est pas bon, que ça témoigne aussi de la vitalité de la langue. De la vitalité de la langue, pourquoi pas. En France, nous avons le argot, le verlan qui est le argot français. Donc, pourquoi pas chez nous? On dit l'argot ou le argot? L'argot. On dit l'argot. L'argot. Oui. Ah, d'accord. Donc, pour revenir à ces mots qui ont été insérés dans le petit Larousse, nous avons par exemple bissé. Bissé, comme on l'utilise ici. Donc, ce n'est plus une erreur d'employer bissé. Bissé. D'accord. Mais dans le petit Larousse, le bissé ici sous-entend danser une seconde fois. Bah, c'est cela. C'est ça, c'est comme danser ça une seconde fois. Bisser, ça veut dire, oui, remettre la chanson une autre fois. Voilà. Ça, et puis, nous avons youyouté, qui entre dans le petit Larousse. Youyouté. Pousser des cris de joie. Ah oui, des youyou. Okay. Pousser des cris de joie. Et puis, je crois, nous avons faroté. Faroté, qui entre dans le petit Larousse. Mais cette fois-ci, il change de connotation. Parce que faroter dans le petit Larousse, désormais, c'est proposer de l'argent à quelqu'un dans l'optique de le soudoyer. D'accord, c'est plus comme... On l'utilisait ici, faroter, c'est jeter de l'argent. Voilà. D'accord. Faire du bluff. Faire du bluff. Donc, faroter, attention, attention. Attention, le terme, il change de connotation. Et puis, le quatrième mot que nous avons dans notre petit Larousse, nous avons les vélos à pneus surdimensionnés. VPS, c'est un cycle qui a été inséré dans le petit Larousse. Et puis, pour vous, les hommes de la presse, nous avons infolettre. Infolettre, c'est une expression canadienne. C'est un nom, oui. Une expression canadienne qui a été insérée dans le dictionnaire. Qui nous renvoie à newsletter. Newsletter. Ah, d'accord. Merci beaucoup. C'est intéressant. Merci beaucoup.
et passez une excellente fin de journée. Je vous en prie, Nessie. Merci à vous. Pareil. Allez, aujourd'hui, nous sommes au 10e jour du premier mois de l'année 2018 et c'est la deuxième semaine. Aujourd'hui sont célébrés les Bill, Billy, Guillaume, Guillaumette. Vous connaissez les Guillaumettes? Guillaumette, non. Guillaumette? Guillaumette. Non. Guillaumettesse. Non, Eh bien, dis donc. je ne savais pas que ça existait. Allez, on part tout de suite, on retourne en Thaïlande, découvrir d'autres endroits. Avec notre reporter très chanceux, il faut le préciser, très chanceux. Qui est en Thaïlande pour des éléments magnifiques pour Matin Bonheur. Il a fait quoi? Israël, Thaïlande. Mon Dieu, il est très chanceux. Hein. Il est très chanceux. Bien, Herman Nyamia qui nous emmène découvrir à nouveau la Thaïlande.อย่าไปน้อยใจเลยคิดว่าเป็นนิยายน้ำเนาแต่กี่น้องเจ้าคือบ่เลือกอายเป็นคู่น้องขอโทษอายพอเข้าใจอยู่หัวใจก่อนคุลูแต่ก่อนน้องมักแต่เขาอายบอกแล้วตัวว่าหักเจ้าคือน้องสาวเห็นน้องน้ำตาพังยาวคิดว่าเจ้าคงสิเข้าใจตอนนี้อายก็มีหักใหม่อายอยากให้เจ้าเข้าใจชีวิตบ่ไรคือใบพุทราเศร้าให้สาลาหน้าตามันบ่ผู้งามหักไผก็เจ็บหักไผก็ช้ำต้องทนทรมานห้องให้สุดเศร้าสุดคำเลือกอายน้องกลายเป็นช้ำสองหน้า Mais voilà, vous êtes de retour dans votre matinale Matin Bonheur qui se poursuit dans la dernière partie de votre émission pour la thématique. On aura Bernadette Asso-Nguessan, notre psychologue avec qui on parlera de l'absence de la mère dans l'existence de l'enfant. Quel impact la semaine dernière? La semaine dernière, on a parlé de l'absence du père. Elle nous a expliqué tout ce que cela impliquait dans l'éducation d'un enfant. Aujourd'hui, ça sera le cas de la mère. Comment est-ce que l'enfant se développe? Comment il grandit sans l'existence de sa mère dans sa vie. Voilà. Et dans exactement 5 minutes, on va partir pour la météo. Hamza Diaby, il est là, il est dans nos locaux pour la JT. Et Marcelin, il est juste là. Voilà, donc le conducteur se poursuit. Également Cédric Lombardo, il est avec nous. Avec lui, on parlera écologie, les impacts du changement climatique sur le monde rural. Il est avec nous, il nous donnera les détails. On va partir pour la météo? On va partir pour la météo dans quelques minutes seulement. Toutes nos excuses pour cette absence indépendante, franchement, de notre volonté. On va aller pour la météo dans 1 minute maintenant, il est 6h26. Je rappelle que Cédric Lombardo, comme vous l'avez évoqué, donc, est avec nous déjà. Les impacts du changement climatique sur le monde rural, ce sera avec lui dans quelques instants seulement. Hamza Diaby est là, on l'attend, mais avant la météo. Merci d'être avec nous, c'est Matin Bonheur. MTN, everywhere you go.
Mesdames et messieurs, bonjour. Pour cette matinée, le début sera marqué par quelques passages nuageux, faiblement pluvieux sur les régions du littoral. Par la suite, le temps restera généralement nuageux. Les vents humides se stabiliseront dans la bande centrale où l'on aura du brouillard qui fera place à la présence de poussière dans l'air avec des nuages épars. Dans le nord, les vents secs domineront largement le temps. Les variables de la matinée, on notera 24 degrés comme maximale sur la ville d'Abidjan, 23 degrés à Diaké, 20 degrés sur la ville de Bondoukou comme sur la ville de Boaké, 21 degrés à Daloa et sur la ville de Dimbokro, 22 degrés à Gagnoa, 19 degrés à Korogo, ce sera la minimale, 20 degrés à Mans, 19 degrés à Odiéné, 23 degrés à San Pedro, 24 degrés à Sassandra, il fera 23 degrés à Tabou et enfin 20 degrés à Yamoussoukro. Pour l'après-midi, les vents secs descendront quelque peu sur les régions du littoral avant de se voir vite repoussés par les vents marins qui apporteront nuages denses et pluies localisées sur les régions du littoral. Dans la bande centrale, l'on aura une alternance entre vents secs et vents humides sous un ciel faiblement nuageux. Le nord restera influencé par la présence de brumes sèches. Les variables de l'après-midi à présent, on notera 31 degrés sur les villes d'Abidjan ainsi que celle d'Adiaké, 33 degrés de maximale sera enregistré à Bondoukou et à Boaké, 32 degrés à Daloa, Dimbokro et Gagnoa, 31 degrés à Korogo, il fera 30 degrés de minimale à Mans, 31 degrés à Odiéné, 30 degrés à San Pedro, Sassandra Tabou, enfin 31 degrés à Yamoussoukro. Très bonne journée à toutes et à tous. MTN, everywhere you go. Ouattara a reçu de nombreuses femmes hier mardi en fin de soirée. La première dame de Côte d'Ivoire a reçu les épouses d'ambassadeurs, des femmes leaders, des femmes ministres. Elles sont allées la rencontrer donc la première dame pour lui présenter les vœux de Nouvel An. L'épouse du chef de l'État et par ailleurs présidente de la fondation Children of Africa a saisi l'occasion pour annoncer la nouvelle de l'inauguration de l'hôpital mère-enfant de Bingerville, inauguration prévue donc pour le mois de mars prochain. Je vous propose d'écouter la première dame Dominique Ouattara. Concernant 2018, je suis heureuse de vous annoncer que l'hôpital mère-enfant de Bingerville sera inauguré au mois de mars prochain à la faveur des 20 ans de la fondation Children of Africa. Ce nouvel établissement de santé, entièrement équipé d'un matériel de dernière génération, permettra une meilleure prise en charge de nos populations, particulièrement les femmes et les enfants. Et à cet effet, mes chères sœurs, je voudrais vous dire que l'hôpital aura un service de bénévolat qui pourra accueillir les personnes de bonne volonté qui souhaitent donner un peu de leur temps aux enfants qui seront accueillis dans l'établissement. En avril prochain, nous aurons le plaisir d'inaugurer également le centre d'accueil de Soubré pour les enfants victimes de la traite et du travail des enfants. Il est actuellement en cours d'équipement et a été construit par la Fondation Children of Africa. Dès son ouverture, il permettra de recueillir les enfants victimes pour leur donner un foyer d'accueil.
Hier mardi, également, le président de la Cour des comptes, Kanvali Diomandé, professeur Kanvali Diomandé, a présidé à Abidjan, ici même, l'installation officielle des magistrats de l'institution. Événement donc historique pour cette institution supérieure de contrôle des finances publiques. Il s'agit en effet de la toute première audience solennelle de cette juridiction financière. Le procureur général Paulette Badjo Ezouayou a enjoint les nouveaux juges de comptes publics à faire preuve de probité et de transparence pour le bien des caisses de l'État et la sauvegarde de la fortune publique. La cérémonie a eu lieu en présence de plusieurs membres du gouvernement, des autres institutions de la République ainsi que de hauts fonctionnaires, mais aussi en présence de notre reporter Lanciné Bakayoko. Ils sont 25 les nouveaux magistrats qui ont été installés à la Cour des comptes. Occasion pour le premier président de cette juridiction financière de faire quelques recommandations d'usage. Je vous exhorte, chacun dans l'intimité de sa conscience et tous ensemble, soudés par les obligations que nous impose notre noble mission, à engager dès maintenant toutes les formations de la Cour dans une marche au galop sur les sentiers exaltants d'une contribution déterminante à la transparence, à la régularité, à la performance et à l'efficacité de la gestion des affaires publiques. Dans cette dynamique, les juges de la Cour des comptes devront recentrer leurs efforts en vue d'une utilisation efficiente des ressources dans l'ultime objectif de veiller au bon emploi des deniers publics. Nous devrons jouer pleinement notre partition dans le renforcement de la démocratie en Côte d'Ivoire par l'effectivité de la reddition des comptes et du contrôle. À l'heure du bilan, la juridiction sera très attendue sur la qualité de ses attestations et avis, notamment dans l'exécution des différents projets en faveur des populations. Le traitement des comptes des collectivités publiques et des affaires déférées devant la Cour dans les délais impartis par la loi devra retenir en particulier notre attention. La mise en place de la Cour des comptes résulte d'une directive de l'Union économique et monétaire ouest-africaine adoptée en 2009. Ce salon vient renforcer notre conviction, mais surtout démontrer la vision du gouvernement à faire de la Côte d'Ivoire une destination des plus prisées. Ces mots sont du ministre du Tourisme, Siandou Fofana, et c'était lundi au lancement de la 8e édition du CITA, le Salon international du tourisme d'Abidjan, prévu cette année du 27 avril au 1er mai prochain. Le témoignage de Patricia Oumouitia. Beau cadre, prestations folkloriques, invités et personnalités de marque, allocutions chaleureuses. Bref, tout était en place pour passer un bon moment au cours du lancement du Salon international du tourisme d'Abidjan, édition 2018. Jean-Marie Sommet, directeur général de Côte d'Ivoire Tourisme et commissaire général du CITA, a expliqué qu'à travers ce salon, la Côte d'Ivoire aspire à devenir la destination la plus fréquentée de la sous-région. Vous savez, il n'y a pas beaucoup de salons en Afrique. Et nous sommes parmi, en dehors de l'Afrique du Sud, nous sommes les seuls salons aujourd'hui avec un véritable potentiel. Nous voulons faire profiter de ce potentiel-là tous les autres pays qui viennent ici nous dire ce qu'ils ont à vendre chez eux. Donc c'est pour ça que nous disons, nous rassemblons l'Afrique en un instant pour 5 jours ici en Côte d'Ivoire. Ce salon qui se déroulera du 27 avril au 1er mai vient démontrer la vision du gouvernement à faire de la Côte d'Ivoire une destination des plus prisées. Nous sommes convaincus d'une chose, c'est que la Côte d'Ivoire, de par l'ensemble de ses réalisations et de par la référence que procure ce salon, nous devenons une destination touristique des plus en vue. Chaque année, nous regroupons dans une région donnée entre 1000 et 1200 élèves et personnels d'encadrement pour connaître les régions. Cela encourage la cohésion. Et comme on parle essentiellement de tourisme vert, comme vous le savez, c'est ce qui marche le plus fort dans le monde. Donc quand on parle de CITA, c'est une opportunité pour nous qui gérons les parcs nationaux de venir présenter ces destinations qui sont originales pour nous. Cette année, l'objectif fixé est d'atteindre 60 000 visiteurs et un peu plus de 450 exposants contre 47 600 visiteurs pour l'édition précédente. L'espace d'accueil du CITA 2018 sera bâti sur une superficie de 10 000 m²
contre 8 000 m² l'année dernière. Il est aussi prévu un forum sur l'emploi jeune et plusieurs concours sur la gastronomie, la photographie et les plus beaux stands. Le secteur hôtelier en Côte d'Ivoire est en constante évolution en raison d'investissements importants réalisés ces dernières années. Cet élan devrait être accru avec le Programme national de développement PND 2016-2020, estimé à 30 milliards de francs CFA et dont 65,5% de part est réservé au secteur privé. Venons-en à présent à l'amélioration des conditions de vie des producteurs de coton. Depuis 2011, le prix Borchamp du coton connaît une hausse. En pleine récolte et vente dans les régions du Hambol et du Poro, les producteurs de coton saluent cette constance du prix de l'or blanc qui leur permet à nouveau de nourrir des projets. Le prix Borchamp de 265 francs CFA fixé depuis novembre 2017 est-il respecté? Quelle est l'ambiance sur les lieux d'achat et les différents projets des producteurs? Éléments de réponse dans ce reportage signé Soro Corona et Kwadio Kwame, RTI Boaké. Adamaka, campement de producteurs de coton situé sur l'axe Niakakamadougou-Korogo. Soro Adama vient de vendre sa production cotonnière. Il échange avec ses amis sur ses projets de l'année en cours. Sa production a connu une hausse grâce à la bonne pluviométrie de l'année dernière. L'année passée, j'ai eu 10 tonnes. J'ai déjà vendu mon coton. J'ai eu 11 tonnes. Je vais payer une voiture cette année, 4x4. Soro Adama n'est pas le seul producteur de coton à nourrir de tels projets. Bon, l'argent que j'ai eu cette année-là, je vais construire. Il y a mon parent, il y a mon enfant, les femmes. Et puis s'il y a un problème hôpital, s'il y a un problème maladie, tout ça là. Donc c'est comme ça, je prends mes pousser un peu. Je vais ouvrir une petite boutique comme c'est débrouillé ça. La joie de ces producteurs réside dans la constance du prix du coton qui a connu des hausses depuis 2012. Dans les villages et campements sillonnés, le prix qui est de 265 francs CFA fixé par l'État est respecté par les acheteurs et les coopératives. Oui, c'est ce que nous on respecte. On prend le kilogramme à 265. Avant c'était un peu bas. Bon, maintenant là, ça a monté à 265. Bon, c'est bon aussi, ça nous arrange. Tout en saluant les efforts du président de la République pour la relance de la filière et améliorer le prix du kilogramme, les producteurs souhaitent une amélioration les années à venir. Ouais, on demande à la San Ouattara de nous aider sur le coton. Il n'a qu'à augmenter le prix. Nous, on souffre dans le champ, avec les femmes, avec les enfants aussi. Pour le bénéfice, on ne gagne pas. Non, on voulait que le président de la République n'a qu'à essayer de voir ce cas, augmenter le prix du coton pour nous encourager. De Korogo à Niakarabadougou, c'est une ambiance de fête à l'occasion des ventes et du chargement de la production. La Côte d'Ivoire a produit 328 000 tonnes de coton lors de la campagne précédente. Pour la présente campagne 2017-2018, la production globale atteindra les 350 000 tonnes. C'était un reportage de nos confrères de la station régionale RTI Boaké. Ici à Abidjan, les membres du cabinet du ministère des Sports et Loisirs, les présidents de fédérations sportives, les associations de journalistes sportifs, les groupements sportifs se sont retrouvés lundi autour de François Amicha au Palais des Sports donc de Trècheville. Des retrouvailles entre sportifs qui ont permis au ministre des Sports d'appeler à l'apaisement au sein des instances fédérales sportives afin de rééditer les exploits sportifs de l'année 2017. Un reportage de RTI Sport. La belle organisation des 8e Jeux de la francophonie avec au passage la réhabilitation de plusieurs infrastructures sportives et les médailles glanées, le succès de plusieurs athlètes à des joutes internationales fait de l'année 2017 une année prolifique pour le ministère, hormis l'échec des éléphants footballeurs à la CAN, Gabon 2017 et l'élimination de la Coupe du Monde Russie 2018. Au vu de tous ces résultats sportifs, le ministre Amichia place cette année 2018 sous le sceau de l'application stricte de la nouvelle loi sur le sport adoptée en séance plénière à l'Assemblée nationale. Nous ne perdons pas de vue que la reconduction des résultats positifs de 2017 ne peut être possible que si nous maintenons la cohésion et la stabilité au sein de nos différentes fédérations sportives.
Évitons les conflits auxquels nous assistons ces dernières semaines et ces derniers mois dans certaines fédérations. Si nous ne prenons garde, le dynamisme relatif des fédérations en crise risque de se muer en une fragilité qui pourra impacter négativement tout le travail abattu avec autant de sacrifices. Les crises telles qu'elles sont relayées dans les médias sous forme de conflits internes entre dirigeants, conflits entre fédérations sportives et comité national olympique ivoirien, de difficultés, voire de dérapages au plan financier et éthique, ou de tensions, voire de ruptures avec certains partenaires, n'honorent pas le sport ivoirien. Évitons, malgré tout, d'inviter le ministère dans la gouvernance des sports en le sollicitant chaque fois pour le règlement des conflits. Fier de la prestation des différentes fédérations sportives, le ministre Amichia a offert du matériel technique aux différentes instances fédérales. Pour 2018, le ministre François-Albert Amichia et son cabinet ont une priorité, accélérer les travaux de construction des infrastructures devant accueillir la Coupe d'Afrique des Nations 2021 prévue en terre ivoirienne. Et plus en bref, pour refermer ce journal, des manifestations contre la vie chère ont dégénéré lundi 8 janvier en Tunisie avec la mort d'un jeune homme à Tebourba dans l'ouest. Hier mardi, on défilé à Tunis, la capitale, pour l'annulation des hausses de la TVA et des contributions sociales. Presque 7 ans après le début de la révolution tunisienne, les difficultés socio-économiques sont toujours là et le ras-le-bol s'installe. C'est un procès dont le verdict n'avait satisfait personne, ni la défense ni l'accusation. Jean-Pierre Bemba, l'ex-vice-président congolais et président du parti d'opposition MLC, est de retour sur le banc des accusés à La Haye. Début du procès en appel sur demande des avocats du chairman comme du bureau du procureur. Pour la défense, c'est l'ensemble du verdict qui est à revoir, son contenu comme la peine infligée à Jean-Pierre Bemba, condamné en première instance à 18 ans de prison pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité en Centrafrique. Merci de nous suivre sur RTI. Merci beaucoup Hamza. Merci Marceau. On vous retrouve à 13h, c'est ça? Merci. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, repos. Repos. Oui, finalement, on y arrive. On y arrive. C'est bien de se reposer. Franchement, ça fait du bien. Merci d'être en notre compagnie, mesdames et messieurs. Matin Bonheur se poursuit après le journal. Je vous envoie maintenant découvrir un concours de beauté assez particulier. Oui, on a nos Miss en Côte d'Ivoire, que ce soit à la télé ou tout court. On a Miss Nessie, on a Miss Eva, on a Miss Kadi, Miss Soro. Mais est-ce que vous savez qu'au niveau des poissons aussi, on a des Miss? Et oui, ça se passe au Japon, des carpes donc qui défilent, ou du moins entre guillemets, pour un concours de beauté assez particulier. On y va. Un concours de beauté pour poissons. C'est au Japon que ça se passe et c'est du sérieux. Il existe même des éleveurs spécialisés. Yasuyuki Tanaka est un expert de ces carpes dites koi, appelées ici nishikigoi. La qualité de l'eau, c'est ça le plus important pour les nishikigoi. Donc notre boulot à nous, c'est de leur donner la meilleure eau possible. C'est un travail très délicat. La folie de la carpe koi a commencé au Japon et touche aujourd'hui d'autres pays asiatiques comme la Chine. Les collectionneurs fortunés sont prêts à payer plus de 200 000 € pour un poisson qui remporte l'un de ces concours. La compétition est donc rude. Pour gagner, la rondeur du poisson compte pour 60% de la note. Le contraste des couleurs compte pour 20% et les motifs pour 10%. Les 10% restants sont pour la prestance. La prestance, cet éleveur de caso prétend la repérer dès la première année de vie de la carpe. C'est à l'instinct qu'il déniche la perle rare parmi ses milliers de protégés. C'est comme s'occuper de ses propres enfants. Il faut prendre soin de ses enfants pour qu'ils grandissent en bonne santé. De la même façon, il faut prendre soin des poissons, les aimer, les adorer. Aujourd'hui, la carpe koi rapporte gros. Les exportations ont généré près de 27 millions € au Japon en 2016. Mais tous les nishikigoi ne sont pas des premiers prix de beauté. Et dans ce cas-là,
Malheur aux perdants. Ceux qui ne sont pas sélectionnés pour les concours partent à l'abattoir et seront transformés en nourriture pour poissons tropicaux. Mais voilà, les poissons, les michis, qui goyent, c'est ça. Michi, est-ce qu'on peut faire ça ici? Vous imaginez? Quand même, il y a le garba juste à côté, la téké. Et en même temps, pour permettre à ces poissons-là de défiler dans leur piscine, il faudrait que cela se fasse dans un environnement sain. Et pour que l'environnement soit sain, il faudrait que, le changement climatique, le climat soit propice. Mais malheureusement, avec le changement climatique, on se rend compte de beaucoup de changements, notamment cette saison. Vous avez remarqué, en janvier, juste pendant l'harmattan, il y a la pluie. Il y a la pluie. Le soleil, en janvier, on a tout connu, hein, le soleil, la pluie, l'harmattan. À quoi cela est dû? On en parlera avec notre spécialiste qui est avec nous, Cédric Lombardo. Aujourd'hui, il nous parlera de l'impact du changement climatique en milieu rural et il a décidé de donner la parole aux paysans. Ce sera tout de suite après le jingle. Les températures augmentent, les pluies changent. Cela affecte l'agriculture et nos conditions de vie. La plupart de nos secteurs socio-économiques en Afrique sont directement tributaires des conditions climatiques ou météorologiques. Et malheureusement, les technologies ou les techniques employées ne sont pas suffisamment robustes pour faire face aux chocs climatiques. L'environnement, c'est tout ce qui nous entoure. C'est l'air que nous respirons, c'est l'eau que nous buvons, c'est la terre sur laquelle nous passons. Quand ces trois éléments-là, ils sont en panne, on est en panne. Vraiment, depuis un certain temps, nous savons que le climat a beaucoup changé. C'est vrai que la terre se réchauffe, c'est sensible. L'eau de la mer augmente et ce qui fait que ça avance. Oh, vraiment, quand on va au champ aussi, vraiment la chaleur est trop. Et on constate que on a comme l'impression que le soleil est venu un peu plus à côté des hommes qu'auparavant. Je vous dis, la densité de la pluie n'est pas la même que dans les années 60, 68, 78. Le climat ne respecte pas son temps défini. Il pleut n'importe quand et n'importe comment. Il y a des tornades comme ça, du jour au lendemain. Et chaque fois qu'il y a 2-3 jours de tornades fortes, c'est fini. La mer se soulève et commence à charrier. Les pluies sont rares jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et cela a une répercussion sur le rendement du paysan. Les nouvelles plantes qu'on met sur terre, par la chaleur, rien ne réussit. Quand on met les plantes, tout meurt. Il n'y a plus de pluie. S'il a trop plu, peut-être c'est 2 mois. Les calendriers agricoles sont ménagés actuellement à tête sainte que le paysan ne peut pas se dire que je dois faire telle chose à partir de tel mois et tel mois, puisqu'on ne sait même plus à quel sens ça vaut, puisque le calendrier est complètement ménagé. Il n'y a pas de solution. Si la mer arrive, la pêche ne marche plus. Il faut aller ailleurs. Bon, c'est une question d'environnement. Nous, on ne fait que subir ça. L'environnement, on se sent seul. On se sent seul. Mon village est très fortement menacé. Mon peuple est pratiquement effrayé et s'en va à petits pas. Wow, témoignage édifiant hein, de personnes ressources, d'abord les experts et ensuite des paysans, ceux-là même qui sont en contact quotidien avec bien sûr la chose environnementale. Ceux qui subissent. Et ça c'est des éléments, c'est des reportages, des enquêtes de 2013. Hein. Il y a 5 ans, donc on imagine aujourd'hui
On imagine l'impact aujourd'hui. Si on a un peu refait le point avant de venir sur le plateau avec les paysans, on se rend compte donc cette année la pluviométrie a été quand même assez particulière. Vous l'avez dit tout à l'heure, on se rend compte que même jusqu'à maintenant on se retrouve avec des pluies alors qu'on doit être en sécheresse. Parfois dans le nord on est en sécheresse alors qu'on doit être en période de pluie, etc. Donc de ce côté-là c'est difficile. On a eu cette année une saison des pluies qui a été quand même très particulière et on s'est rendu compte qu'on a eu des charges sur le fleuve Bandama. Plus il pleut, plus le fleuve va monter en crue. Donc on a eu des inondations vers Nyakamandougou dans cette zone-là. Et même en arrivant sur Grand Laou, on s'est rendu compte que l'érosion côtière était augmentée de par l'impact du débit fluvial. Donc d'habitude on pense que l'érosion côtière c'est l'océan qui nous embête, alors que là maintenant c'est le fleuve qui vient nous embêter. Donc tout ça c'est un peu mélangé pour nos paysans. Et comme vous l'avez vu dans le premier élément, la problématique n'est pas simplement en Côte d'Ivoire. Vous avez eu un élément qui venait du Nigeria, un élément qui venait du Bénin, un élément qui venait du Mali. Donc ce problème-là est véritablement un problème régional. Et la question pressante pour tous les paysans, c'est quelles sont les solutions que l'on peut leur proposer, aussi bien en milieu littoral sur le rivage océanique qu'en milieu agricole à l'intérieur du pays. Et quelles sont ces solutions-là? Alors, côté océan, aujourd'hui, on a un projet qui est mis en œuvre en Côte d'Ivoire qui s'appelle le projet WACA, qui est soutenu par la Banque mondiale, qui est destiné à l'adaptation des zones côtières pour le changement climatique. Et des travaux ont été faits notamment sur Grand Laou. Alors, très souvent, il s'agit de bien comprendre quels sont les impacts que nous avons avant de proposer quelques ouvrages. Donc Grand Laou, c'est un peu nouveau qu'enfin des actions se mettent en place. Par contre, côté Grand Bassam, on a des travaux qui ont été initiés depuis très longtemps et qui ont été relancés en 2009 et puis en 2011. Et là, maintenant, on s'attend à avoir ce qu'on appelle une digue d'arrêt des sables qui permettra justement d'arrêter le déplacement des sables dans l'océan et de venir augmenter la surface de la plage au lieu d'avoir une érosion de la plage. Ça, c'est pour le côté, j'ai envie de dire, de l'océan. Maintenant, quand on va rentrer au milieu rural, selon qu'on sera au sud, au centre ou au nord de la Côte d'Ivoire, on aura différentes solutions à proposer aux planteurs. Les grandes problématiques qu'ils ont sont toujours les mêmes. Trop de chaleur tue les plantes, pas assez de pluie, trop de pluie vont tuer les plantations. Donc, c'est de leur proposer de nouveaux itinéraires techniques agricoles pour arriver à équilibrer un petit peu ces éléments. Et ça dépend de la recherche scientifique. Alors, d'accord. Vous avez parlé de Bassam. Bassam, vous avez parlé seulement de la mer. On a également la lagune. On a également la lagune, absolument. Donc, côté lagunaire, les choses se passent bien, entre guillemets, parce qu'une lagune, c'est un fleuve qui arrive près de l'océan. Il n'arrive pas à sortir pour aller en mer, et donc toute cette eau va rester au niveau lagunaire. Les deux principales difficultés que nous avons maintenant côté lagunaire, que ce soit à Grand Bassam, jusqu'à Tabou, etc., c'est plutôt les conditions de vie de la pêche. Nous avons une pollution qui est de plus en plus importante dans les lagunes, puisque tous les déchets de la population humaine se retrouvent à l'intérieur. Prenez un exemple simple, je m'excuse de dire ce mot, mais nos toilettes. Une grande partie des toilettes n'est pas traitée par la SODECI. Ça veut dire que nous avons des fosses septiques à domicile. Et donc, où va finir toute cette eau qui, entre guillemets, qui est polluée? On la retrouve justement dans la lagune. Après, vous avez les industries. De grands progrès ont été faits pour être capables de traiter l'industrie, mais nous avons des anciennes industries qui ont été polluantes. On en retrouve encore les conséquences dans la lagune. Et maintenant, quand vous regardez ce qui se passe avec toutes les pratiques qu'on peut avoir, comme de l'orpaillage ou même certaines pratiques agricoles, l'orpaillage, on va prendre du mercure, des éléments comme ça. Ces produits chimiques avec les pluies vont ruisseler le long des sols et vont se retrouver dans vos fleuves. De vos fleuves, ils arrivent dans vos lagunes. Pareil, quand vous avez des plantations agricoles, on a besoin de produits chimiques pour faire de la fertilisation, mais aussi de pesticides. De la même manière, les pluies arrivent, ces produits chimiques vont ruisseler le long des sols, arrivent dans vos fleuves, et de vos fleuves se retrouvent dans les lagunes. Ce qui fait que l'environnement dans les lagunes est quand même beaucoup moins sain aujourd'hui qu'il ne l'était avant. Petit, je me baignais dans la lagune d'Abidjan, aujourd'hui je ne sais pas si je le ferai. Alors, est-ce qu'il y a quand même des motifs d'espoir dans ce panorama vraiment hyper triste là? Mais le vrai problème du changement climatique, c'est que nous connaissons toutes les solutions. C'est ça qui est véritablement la grande difficulté. Maintenant, le grand défi, c'est comment arriver à mettre en place des solutions accessibles en milieu rural. Et pour ça, vous n'avez que deux stratégies qui sont possibles. La première, on a besoin d'une vision stratégique de la part du gouvernement. Ça a été mis en place. Depuis les années 2013-2014, on a des codes qui sont votés. On a un nouveau code de l'énergie avec des énergies renouvelables à l'intérieur. On a un nouveau code minier avec des dispositions de développement durable qui sont très intéressantes. On a même une loi orientation du développement durable qui nous dit un certain nombre de choses, mais on attend les décrets d'application.
Si ces décrets d'application ne sont pas mis en œuvre, nous avons un texte qui est vierge d'application. Donc rien ne se retrouve pourquoi ça coince sur le terrain. Pourquoi ça coince? Pourquoi depuis ça coince? Concrètement, pourquoi? Parce que le temps presse, là, le climat change, ça agit sur les mamelles nourricières de notre pays, l'agriculture. Pourquoi ça coince? Pourquoi ce n'est pas mis en application? On a l'occasion d'en parler ici. Oui, alors il faut le dire de manière positive. C'est ça aussi qui est particulièrement difficile. Combien de personnes avons-nous dédiées à la rédaction de ces textes? On parlait du code forestier, du code de l'énergie, du code de la loi d'orientation et développement durable. On n'a pas beaucoup de personnes qui travaillent sur l'élaboration de ces textes, donc on manque de personnes ressources. Ensuite, vous avez un travail qui est un travail aussi de conciliation entre les différentes parties. On attend avec impatience un décret sur la responsabilité sociétale des entreprises. Un travail est fait pour consulter le monde de l'entreprise, consulter les autres ministères, consulter les différents acteurs. Et aujourd'hui, on arrive à la fin de ce processus. Mais nous sommes en 2018. Loi de 2014, 4 ans pour que le décret, qui n'est pas encore terminé, qui va rencontrer ses dernières actions, puisse être, pour que la conciliation soit terminée. Encore, il faut-il que le décret après rentre au secrétariat général du gouvernement, que ce travail soit terminé pour qu'enfin il rentre dans la loi ivoirienne. Mais ces décrets, ces lois ne permettent que de donner des visions stratégiques et des orientations ou des obligations aux entreprises. Maintenant, le plus important, si vous voulez que le comportement change en milieu rural, il faut donner de nouveaux outils. Parfois, des gens disent que les Africains ne sont pas des innovateurs. C'est faux. Cacao, ça ne vient pas de Côte d'Ivoire. Ananas, ça ne vient pas de Côte d'Ivoire. EVA, ça ne vient pas de chez nous. Donc, qu'est-ce qu'il a fallu faire? Il a fallu qu'on apporte ces nouvelles spéculations agricoles. Et nous avions, à l'époque, dans l'ancien temps, des entreprises comme la Satmassi pour le cacao, comme la CIDT pour le coton. Et les gens ont encadré les planteurs. On leur a appris comment planter sous ces anciens climats, quelles étaient les pratiques agricoles qu'il fallait avoir. Aujourd'hui, le climat a changé. Nous avons besoin de nouvelles semences, nous avons besoin de nouvelles pratiques agricoles. Et on doit mettre ça en place. Je prends un exemple simple. Dans les années 75, le président Houphouët-Boigny souhaitait que nous dépassions le Ghana en termes de production de cacao. Pour y arriver, il y avait une solution très simple, stresser le cacaoyer. Un cacaoyer, c'est un arbre qui vit à l'ombre des grands arbres. Mais si jamais vous lui enlevez l'ombre des grands arbres, vous le mettez en plein soleil, il sera en situation de stress. Il va penser qu'il va mourir. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait de plus en plus de fleurs, donc de plus en plus de fruits. La production augmente. Mais entre-temps, le climat a changé. Le cacao est devenu beaucoup plus fragile par rapport aux agressions climatiques. Qu'est-ce qu'on doit faire? Le ramener dans son climat naturel, le ramener à l'ombre des grands arbres et parvenir à travailler, à apprendre aux planteurs à doser la quantité de lumière qui rentre dans la plantation, la quantité de vent qui va rentrer dans la plantation pour que nos nouvelles semences, telles que le cacao Mercedes, aient un meilleur comportement, plus de productivité, plus de revenus pour les planteurs. Donc là, on n'est pas sorti de l'auberge. Parce que là, vous nous parlez d'innovation en matière de technique pour les différentes cultures, mais le décret qui doit déclencher tout ce qu'il faut pour accélérer ces éléments sont en cours. Ces éléments sont en cours Absolument. depuis 2014. Voilà. Et nous sommes en 2018. Est-ce que jusqu'à ce que ce soit effectif, ce décret-là ne sera pas désuet? Alors non, il ne le sera pas parce que comme il y aura eu ce temps de négociation entre les différents acteurs pour que enfin les applications rentrent sur le terrain, on peut espérer que tout le monde sera dans les starting blocks. En fait, nous, qu'est-ce qu'on demande? Que le gouvernement nous donne une vision stratégique, on se prépare et dès que tout est prêt, qu'on puisse aller sur le terrain. Il y a des révolutions qui se préparent en Côte d'Ivoire. Maintenant, libérons les opérateurs pour qu'enfin elles puissent se mettre en œuvre. On espère, hein, gageons que tout ce qu'on dit là, toutes ces idées qu'on émet là seront entendues et que franchement, on va vraiment prendre l'accélérateur pour que l'environnement soit une réalité, fasse partie des prioritaires hein, dans notre pays. Merci beaucoup Cédric Lombardo. Merci à vous. La semaine prochaine, on va parler de... Alors, on essaye de vous préparer un petit élément sur l'importance de la forêt dans la régulation des pluies et la régulation du climat en Côte d'Ivoire, à base d'animation. Donc, c'est pour ça que je dis on essaye. Est-ce qu'on sera prêt à temps? Suspense pour la semaine prochaine. Merci beaucoup. Il est 7h, mesdames et messieurs. La pub et on se retrouve juste après avec notre spécialiste de la famille. Elle est déjà là, toujours assidue et puis toujours dans son starting block avec des explications précises. Madame Bernadette Assou-Nguessan, psychologue, avec qui nous allons parler aujourd'hui de l'absence de la mère dans l'éducation d'un enfant. Quel impact? On y va.
Ivoiriens, Ivoiriennes, population de Côte d'Ivoire, engageons-nous tous au changement de mentalité quant à l'utilisation des automobiles polluants afin de réduire les émissions de gaz d'échappement de nos véhicules qui affectent notre santé. Entretenons régulièrement nos véhicules, mettons hors de circulation les véhicules polluants, achetons des véhicules ayant des moteurs de bonne qualité. Usagers de Côte d'Ivoire, disons tous stop aux véhicules polluants. Ceci est un message du ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable. Infoline 20 21 18 5. Aimé de toutes et de tous. Sollicité de partout. L'aventure dure 11 ans. Bonjour Bingerville. Sous le parrainage de monsieur A. Jean, directeur de société, fils et cadre de Bingerville, la RTI organise Bonjour Bingerville ce samedi 13 janvier 2018 à 20h à l'orphelinat de garçons de Bingerville avec vos humoristes préférés. Spectacle offert gracieusement par le parrain A. Jean. Infoline 07 99 92 01. Bonjour, un concept RTI. L'absence de la mère dans l'existence de l'enfant, quel impact? On a parlé la semaine dernière de l'absence du père. Et cette semaine, aujourd'hui, on va parler de l'absence de la mère dans l'existence de l'enfant. Mais avant, voilà l'élément explicatif. La maman joue un rôle majeur dans la vie de chaque personne. C'est elle qui donne la vie puisqu'elle porte son enfant et le met au monde. La relation qu'elle entretient avec son bébé est unique. Elle peut donc l'aider à progresser, à identifier ses problèmes ou le consoler. Ainsi, le rôle d'une mère, tout comme celui d'un papa, est d'aider un enfant à grandir, à s'épanouir et à devenir indépendant. Mais comment relever tous ces défis lorsqu'on grandit sans mère à ses côtés? Abandonner son enfant après lui avoir donné la vie, un comportement qui s'invite de plus en plus dans notre société. Rester seul, le père essaie, tant bien que mal, de jouer les deux rôles. Je vis avec une fille et ma femme, elle a abandonné. Et actuellement, j'ai des difficultés pour son éducation. Donc, pour sortir du boulot, de la maison, j'ai toutes les difficultés. À qui il faut laisser la petite fille. Et quand je rentre, la fille elle est là, me pose toujours des questions. Je veux voir ma maman, je veux voir ma maman. Or, dès sa naissance, des petites discussions ont fait que sa maman, elle a pris le large. Je suis avec ma fille qui est avec moi depuis bientôt 6 mois. Alors qu'elle venait juste de naître, sa mère est partie. Elle nous a laissés à notre sort. C'est difficile pour moi dans la mesure où étant un homme, je ne peux pas faire le biberon, m'occuper d'elle et en même temps aller au travail. Or, je dois travailler tôt le matin. Donc, je suis souvent obligé d'aller au travail avec elle. Je suis marié, ça fait 4 ans. La famille vivait. Un matin, je me réveille, je vois l'enfant dans la maison, dans le berceau. Et j'ai pensé qu'elle était sortie pour revenir après. Et la journée est finie, je la cherche, je ne la vois pas. L'enfant est toujours couché. Je l'appelle, ça ne passe pas aussi. Donc j'ai pris l'enfant, j'ai appelé mes soeurs, je l'ai envoyé chez mes soeurs. Pas facile pour papa d'éduquer seul un enfant. Pas facile aussi pour l'enfant qui grandit rien qu'avec papa à ses côtés. Il y a eu cette malchance-là de ne pas connaître ma mère. Et donc, ça a eu un impact sur ma vie. En quelque sorte, il y a eu du mal à accepter cela. Je vis avec mon papa depuis ma naissance. Et depuis ma naissance, ma mère nous a abandonnés. Donc, je vis avec mon papa. Et maintenant, j'ai 19 ans. Je ne sais pas sa maman vit, où elle est. J'aimerais avoir une mère auprès de moi, pour lui expliquer tout ce que je vis. Mais dans les beaux et les mauvais moments, je vais lui expliquer, mais elle n'est pas présente. Grandir sans mère peut être un obstacle à l'épanouissement, mais pas impossible à surmonter. Il est possible de s'épanouir autrement. Les figures maternelles de remplacement sont toujours là. On a donc les femmes de la famille de l'enfant, telles que les grandes-mères, les tantes, les cousines ou encore les sœurs, qui assurent un rôle proche de celui de la maman.
pouvez réagir, mesdames et messieurs, à tout moment sur notre hashtag Matin Bonheur, Facebook, Instagram, Twitter. Vous envoyez des questions, des suggestions, des témoignages. Vous savez qu'elle est incollable, notre spécialiste, Madame Bernadette Assou-Nguessan. C'est avec un plaisir qu'on la retrouve une fois de plus. Bonjour. Bonjour, Marcelin. Alors, première question, j'ai envie de vous demander comme ça, c'est quoi la différence entre une mère et une maman? Wow. Alors, quand on parle de maman, c'est un terme affectif pour désigner celle qui prend soin de l'enfant. La mère, elle est génitrice. Et c'est un rôle social. Père, mère, c'est un statut. Mais la mère, quand on dit la mère, c'est le géniteur, c'est un rôle social, c'est une identité sociale. Voilà la différence. D'accord. Donc, dans le reportage, donc, notre reporter a dit qu'en Afrique, on a des substituts. Dans la famille, on a des personnes qui prennent, disons, comment dire, la place de la maman. Voilà, qui éduquent l'enfant, qui lui donnent l'amour maternel, tel que les grands-mères, les tantes et tout. Est-ce qu'elles peuvent remplacer la mère dans l'éducation d'un enfant? Oui, tel que vous la formulez, oui. Elles peuvent remplacer la mère dans l'éducation, puisque ce sont des moments de substitution, ce sont des figures maternelles de substitution, donc elles peuvent jouer le rôle de la mère. Donc vous entendez, elles jouent le rôle de la mère, mais elles ne sont pas véritablement les mères, et le lien affectif de la mère génitrice qui a porté son enfant à son enfant est bien plus que ce qui se passe après dans l'éducation. Donc, quand l'enfant connaît la différence, quand on dit que le bébé a une relation très personnelle, très fusionnelle avec la mère, depuis le sein de sa mère, en pensant à la conception, quand je dis je porte mon enfant et tout ce que j'imagine, ce que l'enfant sera pour moi et avec moi dans la vie future et pour moi beaucoup plus tard, il y a déjà cet environnement sécurisant qui est le sein de la mère. Et en sortant, l'enfant s'attend à retrouver cet environnement sécurisant dans les bras de sa mère. Et donc, quand cette mère n'est pas là, l'enfant sent la différence. Il a des soins, c'est sûr. Il a de l'affection qu'on lui apporte, c'est sûr. Mais dans l'immédiat, l'enfant se rend bien compte qu'il y a quelque chose de différent entre cette voix qui lui parlait étant à l'intérieur, les gestes d'amour que la mère posait, tout l'imaginaire, tout ce qu'on a imaginé et qu'on a projeté sur l'enfant déjà dans le sein de sa maman, toutes ces choses-là sont différentes parce que la personne qui prend soin n'était pas celle qui était au départ la porteuse, la mère porteuse. Oui. Ce que vous dites est d'autant plus vrai, par exemple, qu'il y a une célèbre relation entre la mère et l'enfant, notamment au cours de l'allaitement, quand l'enfant regarde dans les yeux, ou bien quand l'enfant regarde dans les yeux sa mère, c'est quelque chose de spécial. Et quand on n'a pas connu ça, quand on n'a pas eu ces moments d'intimité poussés-là, l'enfant s'expose à quoi? L'enfant s'expose à beaucoup de choses. La principale chose à laquelle l'enfant s'expose, c'est l'attachement. Donc, la difficulté pour cette personne-là, pour cet enfant, à s'attacher à. Nous allons constater que cette personne, dans sa vie adulte, ou même de jeunes personnes, jeunes filles ou jeunes hommes, aura beaucoup de difficultés, va papillonner, avoir tel ami. Demain, ce n'est pas satisfaisant, on va avec un autre, ainsi de suite. Cette personne-là aura véritablement des difficultés à s'attacher à une personne par peur, peut-être d'être blessée, parce que l'absence de la mère se ressent comme une blessure, comme un profond manque, comme une violence même. Elle est plus douloureuse que celle du père, soit dit en passant? Oui, elle est plus douloureuse parce que la relation à la mère commence dans le sein de la mère. Oui. Donc, elle est antérieure à la venue du père. Le père intervient seulement quand l'enfant... C'est vrai qu'aujourd'hui, vous, Marcelin, je prends juste votre exemple à vous. Vous, Marcelin, quand votre femme est enceinte, vous êtes à côté d'elle, vous parlez déjà à votre bébé. Mais combien de jeunes gens sont dans cette situation ou comprennent qu'il faut le faire? C'est un pourcentage très, très infime. Et dans nos traditions
ivoirienne ou même africaine, il n'est pas là à toucher le ventre de sa femme. Qu'est-ce qu'il veut montrer, qu'est-ce qu'il veut prouver. Donc, l'homme n'intervient, le père n'intervient qu'après la naissance et même parfois, peut-être après même ses 2 ans ou même après même ses 5 ans ou 7 ans. La législation ivoirienne autorise le père à prendre l'enfant à partir de 7 ans, en se disant c'est l'âge scolaire, c'est là où il peut intervenir, il peut donner des ordres de route et tout ça. Donc vous voyez qu'il y a déjà tous les 9 mois à l'intérieur du ventre de la mère, peut-être même bien avant, tout ce qu'on imagine avant la conception. Ensuite, le vécu de la grossesse. Ensuite, la première enfance jusqu'à 7 ans, avant que le rôle du père ne soit véritablement visible, impactant et tout cela. Donc, c'est véritablement beaucoup plus préjudiciable à un enfant de ne pas avoir sa mère dès le départ que beaucoup plus tard dans la vie. Mais quel que soit le temps ou la période à laquelle cette absence se crée, cela est toujours fortement ressenti à cause de la première relation que l'enfant a avec sa mère. Maintenant, cette relation, nous la présentons ici comme idéale. J'ai désiré avoir cet enfant, j'ai fantasmé un certain nombre de choses, j'ai projeté ma vie future avec ce fils ou cette fille qui va me naître, et tout cela, donc tout paraît idéal là, sur le plateau, mais à la vérité, est-ce que toutes les grossesses sont désirées? Donc le tout part aussi, parce que quand une mère, pour une petite dispute, laisse le bébé dans le berceau et s'en va, il y a à réfléchir. Est-ce que c'était juste cette dispute-là qui a fait qu'elle est partie? Ça veut dire que déjà même avant la conception ou dans le cadre de la conception, il y a eu certainement un certain nombre de choses qui se sont passées, qui ont été mal digérées, qui ont été mal réglées et donc qui, à la moindre occasion, ont donné l'opportunité à la mère de dire je m'en vais et de se séparer de ce bébé qui en réalité n'était pas désiré. Donc vous voyez la situation de la mère absente. Est-ce que c'est une mère qui avait désiré donc cet enfant ou qui n'avait pas désiré cet enfant? Le départ peut venir de raisons, et les raisons sont importantes par rapport à la manière dont cette séparation se fera et la durée que cela prendra. On peut partir et revenir, mais on peut partir et ne jamais revenir. Mais on peut tout aussi, l'absence de la mère, c'est je suis là et je ne m'en occupe pas, je suis distante. Donc les conséquences de la mère distante par rapport à son enfant ont des conséquences. Je ne suis pas là du tout, ou bien alors je vais et je viens, je vais et je viens, je vais et je viens, ou bien alors je ne suis pas là et je suis remplacée purement et simplement par une autre personne, une autre figure maternelle. Et dans chacune des situations, les conséquences sont plus ou moins différentes. Là, je suis présente, mais je ne m'implique pas dans l'éducation de l'enfant. Et qu'en est-il de la mère décédée? Est-ce qu'il y a une différence dans l'impact psychologique de l'enfant? Absolument. La mère décédée, c'est un non-retour. C'est définitif. Et ça provoque de la douleur. Le deuil de cette mère, comment est-ce que ça a été vécu dans la famille? Quel était l'âge de l'enfant quand la mère décédait? Parce que si la mère est décédée avant 2 ans, l'enfant n'a pas pleinement conscience, mais il sait que cette mère-là n'est plus là. Il sent le vide, l'absence, mais il ne sait pas c'est dû à quoi. Vers 4 ans, l'enfant va se croire responsable du départ de sa mère parce qu'il s'est investi de tout pouvoir. Il s'est dit, j'ai tout pouvoir, tout ce qui arrive dans mon environnement, mais c'est pas ma faute, c'est grâce à moi ou c'est pour moi. Donc, il va se sentir coupable. Vous allez voir cet enfant de 4 ans qui va aller consoler les autres parlant, pensant qu'il peut changer quelque chose. Il ressent la douleur, mais il ne sait pas que cette séparation, elle est définitive. Il se dit coupable, mais il ne sait pas à quel point. D'accord? Et ensuite, en 7 ans, ou à 11 ans, ou à 14 ans, où l'enfant rentre dans la perturbation de l'adolescence, à chaque niveau de développement de l'enfant, le départ définitif, donc par exemple en cas de décès, ou le départ définitif par rapport à un divorce ou une séparation de longue durée, peut provoquer ou engendrer un certain nombre de comportements et d'affects par rapport à la vie émotionnelle et la vie affective de l'enfant et même son développement psychomoteur.
Et donc, partant de sa personnalité aussi. Il y a des témoignages très édifiants. La dernière fois, on discutait avec une responsable comment on appelle ça, une pouponnière, oui. qui nous a dit que vraiment, c'est légion. Hein. Il y a de plus en plus d'enfants abandonnés. Et ça, franchement, elle se l'expliquait difficilement. Ça, c'est d'un. Et de deux, l'enfant qui grandit sans sa mère, on a eu un témoignage de M. Kwaku Daniel qui nous dit quand j'étais au lycée, j'avais du mal à me confier par rapport à toutes mes connaissances, mes copines. J'aurais voulu partager ces moments-là avec ma mère, ma première copine, mes premiers déboires, tout ça. J'ai manqué d'une touche maternelle qui, irrémédiablement, a déteint sur moi. Tout à fait. C'est l'un des aspects, le manque de confiance en soi. Nous étions dans un environnement très sécurisé et du jour au lendemain, tout bascule. Ce qui faisait ma sécurité n'est plus là. À qui m'attacher? Vers qui me tourner? À qui me confier? À qui faire confiance? Puisque la première personne à qui j'ai fait entièrement confiance, sans soucier, sans me préparer, est partie sans aucune explication et me laissant choir. Donc, je vais m'agripper à qui? Je vais m'approcher de qui? Est-ce que le père qui est là est suffisamment maternel pour combler cela? Mais l'instinct maternel, on le dit bien, maternel, donc attaché à la mère. Donc, l'homme peut avoir effectivement les gestes maternels, l'instinct maternel, comme on le dit. Mais est-ce que ça sera véritablement comme une mère? Ça sera juste des essais de substitution de mère, mais pas la mère véritable, amoureuse, affectueuse, qui naturellement est enclin à protéger son enfant et à lui donner un environnement sécurisé et sécurisant. Donc, si je n'ai pas cet environnement, cette sécurité qui s'en va, naturellement, je ne pourrai pas faire confiance. Donc, c'est le lot. Nous ne disons pas que toutes les personnes qui ne font pas confiance, c'est à 100% dû à l'absence d'une mère, parce qu'il y a quand même le vécu de la personne et l'environnement général de la personne et sa personnalité intrinsèque. Des jumeaux peuvent naître, mais peuvent avoir des comportements, des attitudes différents parce qu'ils n'ont pas hérité des mêmes gènes. Donc, nous disons en termes de majorité, de généralité, ce sera le commun des personnes, le manque de confiance en soi, le manque de stabilité affective et émotionnelle. On peut pleurer pour un oui ou pour un non, parce que, en fait, ce qui se passe me rappelle l'absence de ma mère et il y a véritablement un dysfonctionnement des comportements plus ou moins inadaptés que la personne qui a vécu sans sa mère peut avoir sans que l'entourage ne comprenne de quoi il s'agit véritablement. Et donc, quels sont les traits qui caractérisent un homme qui a grandi sans sa mère et une femme qui a grandi sans sa mère? Nous venons d'évoquer le manque de confiance en soi et l'instabilité affective. Mais nous ne disons pas qu'à 100%, tout le monde est dans ce cas-là. S'il y a déjà cela, il y a aussi un certain nombre de comportements où, dans son parcours, c'est la personne qui ne pourra pas avoir d'amis, qui ne pourra pas se confier, qui ne fera pas confiance. Donc, vous verrez bien que cette personne-là est toujours en retrait. Elle est toujours rêveuse. Pendant que les autres enfants sont en train de jouer, elle est toujours à l'écart. Elle est rêveuse. Elle est toujours en train d'imaginer peut-être une relation avec la mère, si ma mère avait été là. Toujours en train de bouder. Tout en train de bouder. Parce qu'il y a un mal-être profond qui s'est créé en cette personne du fait que la mère est partie. On dira, c'est vrai qu'en Afrique et en Côte d'Ivoire, il y a toujours immédiatement la mère de substitution. Mais il y a des situations où la mère de substitution est absente. Elle peut être distante. Elle n'a pas été préparée à être mère. Et du jour au lendemain, on lui confie un enfant. Elle-même, elle a ses problèmes à gérer. Donc, comment est-ce qu'elle va accepter cet enfant-là? Est-ce que c'est l'enfant de son frère? C'est l'enfant de sa sœur? Docteur, la vraie mère, je m'excuse de vous couper, la vraie mère également peut être distante aussi. Oui, nous l'avons dit, les mères distantes existent. Quand nous avons vu les différents types de mères, nous avons évoqué cela. Et donc, la mère de substitution qui arrive, quelle est la relation à cet enfant? Est-ce l'enfant de mon époux donc, qui me met en figure son infidélité? Et donc, cet enfant, je le gère comment? C'est le fruit de l'infidélité de mon partenaire.
comment est-ce que je le gère? Je deviens mère de substitution. C'est là la notion de marâtre. Parce que sur cet enfant, j'ai investi toute mon amertume, j'ai investi donc tous mes ressentiments envers mon partenaire infidèle. J'ai investi ça sur cet enfant-là qui n'a rien à voir, qui est tout à fait innocent. Mais est-ce que combien de femmes peuvent faire la différence entre cet enfant innocent qui est venu, qui est là, qui a besoin d'attention, qui a besoin de soins, qui a besoin d'affection, et l'infidélité de mon partenaire? Combien de personnes peuvent faire cela? Donc, le rôle de cette mère de cette figure maternelle sera dépendant de sa relation effective à cet enfant qui vient. Est-ce l'enfant de qui est-ce? Voilà. On peut avoir fait l'enfant aussi avant de connaître la personne en question. Tout à fait. Alors, aujourd'hui, ce sont les nounous qui sont les mères de substitution par excellence. Tout à fait. Et il y en a de tout là-dedans. Vous pouvez tomber sur une nounou exceptionnelle, maternelle et maternelle. Là, objectivement, particulièrement, moi, j'ai connu une nounou avec qui j'ai fait pratiquement 10 ans, qui est vraiment bien. Mais je vais dire, quelle est la portée quand l'éducation de l'enfant est confiée? Parce que même quand les mamans sont présentes, dû au fait, du fait du travail, des occupations multiples et multiformes, les nounous prennent le pouvoir. Comment faire avec? On est obligé, mais même quand on y est obligé, quelles sont les choses sur lesquelles on ne doit pas transiger? Vous avez dit prendre le pouvoir, et c'est malheureusement cela. Si vous donnez votre pouvoir de mère ou de maman à une tierce personne, peut-elle être une parente qu'on a amenée pour nous aider dans la tâche, vous brisez une partie de votre enfant qui doit pouvoir se reconstruire une mère, l'image maternelle, ou se faire une mère au travers de cette étrangère. Toute personne autre que celle qui m'a portée est une étrangère. Ma relation à cette étrangère est fonction du degré de maternité qu'elle manifestera vers moi, de la sécurité que je ressentirai en sa compagnie. Donc cette étrangère que je vais être obligée d'accepter ou d'adapter ou d'adopter comme étant ma mère m'impose une rupture, une séparation et une reconstruction. Donc, cette reconstruction, si elle arrive dans des conditions agréables, harmonieuses dans la maison, c'est tant mieux pour cet enfant. Mais si par malheur, ce n'est pas le cas, cet enfant va être complètement désagrégé au point de vue personnalité, incapable donc de s'identifier et de se fixer à une personne ou à s'attacher à une personne. Donc, il est important que même si nous avons des nounous pour nous aider, ce sont des aides, ce sont des assistantes maternelles, comme il est convenable de les appeler maintenant. Mais en aucun cas, elles ne peuvent remplacer la véritable maman, la véritable mère. Généralement, on se rend bien compte que les enfants appellent ces personnes-là maman. Cela veut dire que la mère génitrice ne joue pas son rôle de maman. D'accord. Dites-nous, est-ce qu'il y a moyen de penser les blessures orchestrées par l'absence d'une maman? Il est toujours possible de ressortir de toute situation difficile. Il faut demander de l'aide aux personnes appropriées. De l'aide parce que sans l'aide d'une personne, on ne peut pas se construire. C'est une séparation, c'est une rupture, c'est un vide, c'est une absence constatée. Cette absence doit être comblée autant que cela est possible. Le combler comment? Avec tous les substituts que nous pouvons avoir, mais faire un travail sur soi, étant adulte, ou même être aidé dès l'enfance. Quand les parents se rendent bien compte que l'absence de la mère pose un problème à l'enfant, on se rend bien compte tout de suite dans ses résultats scolaires, qui peuvent être désastreux, ou même son comportement à l'école, ou sa relation aux autres enfants, qui peut nous attirer notre attention. Il faut donc l'envoyer vers un spécialiste pour l'aider à exprimer et à extérioriser et à identifier d'où vient ce mal-être et ce mal profond. Et ainsi, commencer à travailler donc sur cela pour donner confiance à la personne. Donc, une personne qui souffrirait donc du mal-être
de ce qu'elle n'a pas vécu avec sa mère, donc devra travailler sur sa confiance en elle, l'image qu'elle se fait d'elle-même, une bonne estime de soi, travailler là-dessus en tant qu'adulte et pouvoir donc trouver son chemin. Nous avons vu donc l'exemple du jeune homme qui a dit, vous l'avez vu un peu efféminé. On recherche donc cette tendresse, on veut se comporter comme, alors qu'on est un homme. Ce sont autant de conséquences. Les misogynes et les misanthropes aussi font partie donc de la souffrance récente de l'absence de leur mère. Madame Fofana, qui nous suit depuis Cocody de Plateau, nous demande, et quand la maman revient après, est-ce que les relations peuvent être les mêmes, comme si elle n'avait jamais été absente, et on l'accepte ou pas? Comment ça se passe? Non. Du fait de la séparation, cela a déjà créé la rupture. Le traumatisme est déjà installé. Quelle que soit la période? Quelle que soit la période. Le traumatisme s'installe. Pour vous dire juste, vous avez dans votre garde-robe beaucoup de choses. Et puis quelqu'un vient, vous prend quelque chose dans votre garde-robe. Même si c'est quelque chose que vous n'utilisez pas depuis toujours, depuis longtemps, depuis un moment déjà, du simple fait de constater que cette chose est partie, vous crée un traumatisme. Imaginez donc la présence d'une mère. Donc, quel que soit l'âge, cela est difficile. Quand elle revient, dans quelles conditions elle revient et pour quelles raisons elle revient et comment est-ce qu'elle revient? Elle revient pourquoi? Quand tout cela est su, elle ne va pas juste un matin réapparaître comme ça. Il faut préparer l'enfant au retour de la mère pour que la relation puisse s'établir, parce que la mère qui est partie devient une étrangère. Même si on lui dit que c'est sa mère, c'est une étrangère. Si elle a eu encore le malheur de m'abandonner et de revenir, je lui en veux, d'une manière ou d'une autre. Quelles que soient les raisons pour lesquelles elle est partie, je lui en voudrais d'abord, avant d'accepter qu'on parle et qu'on puisse commencer à reconstruire quelque chose, mais qui ne sera plus jamais la mère initiale, mais qui peut tout à fait devenir bien mieux que la mère qu'elle aurait pu être si elle était restée au départ. Comme le cas de cette personne-là qui vient de nous envoyer à pile poil ce témoignage. Ma mère m'a abandonné lorsque j'avais 3 ans. Et lorsque j'ai eu 27 ans et demi, bref 28 ans, elle est revenue. Et aujourd'hui, comme par miracle, tout va bien et nous sommes les meilleurs amis du monde. Voilà. Comme quoi? Oui. L'exception qui confirme la règle. Est-ce que c'est une exception? Vous savez, l'être humain est très complexe. La personnalité de l'être humain est très complexe. Nous pouvons partir donc d'un bout, d'un extrême à un autre, où la relation ne se reconstruit pas, elle est entièrement rejetée et il n'y a plus rien à faire. Elle reste l'étrangère qu'elle a voulu être pour moi, elle reste l'étrangère, comme devenir la parfaite complice, la parfaite mère que nous avons imaginée, parce que chacun de nous imagine la mère idéale qu'on voudrait avoir. Donc, entre les deux, il y a toutes les variations possibles, en tenant compte donc de la personnalité de la personne qui est dans la situation, son vécu, son environnement, l'éducation reçue et les valeurs qu'elle a intériorisées et ses propres capacités par rapport à ses propres capacités. Donc nous avons beaucoup de variations entre ces deux pôles. Et quand la mère revient, elle revient comment? Alors la meilleure façon de revenir, c'est de préparer déjà l'enfant à ce qu'elle va venir en expliquant les raisons pour lesquelles elle revient. Elle demande pardon au préalable. Elle peut demander pardon, mais le pardon, c'est quand c'est devant, on ne demande pas pardon à distance. Déjà, il faut préparer l'enfant, donc expliquer que la mère est partie. Vous aviez parfois, les enfants ne savent même pas que leurs mères sont parties. Ils ressentent ce vide, c'est intérieur, c'est interne, mais personne ne leur explique que cette dame qui s'occupe de vous n'est pas votre mère. Elle joue tellement bien le rôle maternel. Maintenant, quand la mère doit revenir, il faut expliquer que cette mère n'est pas la vôtre. Vous voyez encore ce que cela représente comme traumatisme et faire une rupture avec celle qui est là et établir une autre. Donc, il faut préparer l'enfant et une fois que la chose est acceptée, de la même façon que je mène une autre partenaire dans ma vie, amener une autre personne dans la vie de l'enfant, il faut absolument préparer la personne. Et cette préparation, quand l'enfant dit « je suis d'accord, je veux la voir, je veux voir à quoi elle ressemble », en ce moment-là, c'est un début et il ne faut pas brusquer les choses. Si l'enfant dit non, c'est non. Il faut attendre, il faut négocier, il faut aller en conciliation et de négociation en négociation pour accepter cette nouvelle maman qui vient.
Merci beaucoup, Mme Bernadette Assou-Nguesson. C'est toujours un plaisir de voir vos paroles, d'écouter vos conseils. Et puis, on n'en a pas trop parlé, mais j'aimerais ce matin avoir une pensée pour tous ces pères qui jouent des deux pieds, comme on dit, qui jouent le rôle de la mère et qui jouent le rôle du père et qui ont vraiment permis à des personnes vraiment de grandir et d'évoluer dans de bonnes conditions. À tous ces pères-là qu'on oublie souvent, j'aimerais, au nom de toute l'équipe de Matin Bonheur, leur faire un gros bisou. Voilà, il y a des pères aussi magnifiques qui peuvent jouer le rôle d'une mère, pourquoi pas. Merci d'être resté en notre compagnie. Je vous souhaite une très bonne journée. Que Dieu nous garde. Ciao, ciao. Merci.